cette conférence constitue en réalité le deuxième volet d'un des aspects, disons, ou d'un des thèmes de mes travaux de recherche qui concerne les pratiques alimentaires dans le monde romain, et en particulier leur commercialisation, notamment de l'Orient vers l'Occident. Et au premier semestre, je vous avais parlé en fait des vins grecs et égyptiens consommés en Gaule, par le biais notamment par le biais des emballages qui ont servi à leur commerce. Aujourd'hui, je vous propose sensiblement la même démarche, mais appliquée à des produits différents, que j'ai qualifiés de douceurs de l'Orient, puisque je vais centrer mon propos sur les fruits les fruits originaires du bassin oriental de la Méditerranée, commercialisés vers l'Occident romain. Alors, dans le cadre de ma thèse, qui remonte à quelques années déjà, j'avais pu établir le constat suivant. C'est ce que j'ai résumé à côté de cette planche illustrant les emballages qui ont servi à commercialiser les produits de Méditerranée orientale vers l'Occident à l'époque romaine. C'est une planche que j'avais montrée au mois de novembre et j'avais pu établir dans le cadre de ma thèse et puis des travaux que j'ai continué à mener sur le sujet qu'une gamme élargie de produits originaires du bassin oriental de la Méditerranée avait été commercialisée dans des amphores vers l'Occident romain. Et parmi ces produits, j'ai illustré sur la planche notamment le vin dont je vous avais parlé au mois de novembre dernier, l'huile d'olive, et les fruits et ou les conserves de fruits. Aujourd'hui, donc là, en mois de novembre, j'avais parlé du vin et en particulier des récipients, vous voyez, qui apparaissent dans les rectangles en rosé sur la planche. Aujourd'hui, je vais centrer mon propos sur cette gamme particulière de récipients, vous voyez, qui ont des formes tout à fait spécifiques et qui sont associés pour différentes raisons à la commercialisation de deux gammes de fruits, les figues et les dattes. Alors, il y a aussi les prunes, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ces fruits, j'ai pu établir qu'une partie d'entre eux, de ceux qui étaient consommés en Occident, avaient été commercialisés dans des emballages en terre cuite, donc des amphores, produites, fabriquées dans le Levant romain. Le Levant romain, c'est la côte, ce qu'on appelle la côte levantine. C'est la façade littorale alors de différents pays contemporains, Israël au sud, le Liban, la Syrie et aussi l'extrémité orientale de la Turquie. Cette commercialisation, elle est attestée de différentes manières et c'est comme ça que travaillent les archéologues. En particulier, moi, Madame, lorsqu'elle m'a présenté, a évoqué le fait que je travaille sur les faciès d'approvisionnement des sites consommateurs. C'est une des caractéristiques de mes travaux de recherche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, à Poitiers, j'étudie les amphores qui ont été mises au jour dans les différentes opérations archéologiques. Et avec les connaissances que j'ai accumulées au fil du temps, je peux identifier ces amphores, connaître alors leur forme, leur datation, donc leur chronologie, mais également leur origine et aussi le produit qu'elles ont transporté, du moins lors de leur transport, de leur commercialisation initiale. Je précise ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait que ces récipients en terre cuite ont fait l'objet de très nombreuses réutilisations dans l'Antiquité. Alors, ces amphores levantines, on sait qu'elles ont été commercialisées puisqu'on les a retrouvées dans les épaves. J'en parlerai tout à l'heure. Et là, je vous montre deux images d'amphores levantines
ici, à côté de ce beau crustacé, hein, et puis une autre petite amphore, également d'origine levantine, retrouvée dans une épave en eau profonde, donc à plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans les eaux de la Corse. Et je remercie ma collègue Franca Cibeccini de m'avoir communiqué ces images. Alors, parallèlement à l'étude des amphores, je me suis aussi intéressée aux acteurs du commerce méditerranéen, donc entre l'Orient et l'Occident et la Gaule en particulier. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai noté l'existence et la découverte à Lyon dans les années, c'est pour ça que j'ai noté ici, je vous montre une carte des provinces de Gaule romaine, sur lesquelles, disons que je centre la plupart de mes travaux, avec la position de Lugdunum, la capitale des Trois Gaules, Lyon aujourd'hui. Donc, dans les années 1970, les archéologues, à la faveur de travaux menés dans le quartier de Saint-Just à Lyon, ont découvert une stèle inscrite en grec, datée du IIIe siècle, qui a fait l'objet d'une publication récente et qui est conservée aujourd'hui au musée de la civilisation gallo-romaine. Cette stèle, donc c'est une stèle funéraire, elle appartient à un certain Euteknos. Son nom apparaît dans le petit rectangle brun ici. Donc Euteknos, donc c'est une stèle en calcaire découverte à Saint-Just. Et je vous montre le texte, je ne veux pas lire tout le texte. Alors vous avez le texte en grec à gauche et la traduction qui a été établie par Jean-Claude Decour et republiée récemment. Il y a une première publication en 1977, je crois. Ce qui m'intéresse ici, donc, comme c'est l'usage dans l'épigraphie funéraire antique, on fait l'éloge du défunt. On donne son nom, son origine. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce fameux Euteknios, qui est donc mort à Lyon, il est originaire de Laodicée. C'est une des cités de Syrie. Je vais vous montrer de la province de Syrie. Je vais vous montrer une carte juste après. Et ce qui est très intéressant, ce qui était très intéressant pour moi, c'est que ce fameux Euteknios, je lis la traduction, il a fait le tour de nations variées, il a connu de nombreux peuples et chez eux exercé la vertu de son âme. Il s'est livré lui-même continuellement aux flots et à la mer, apportant aux Celtes et à la terre d'Occident tous les dons que la divinité a assignés de porter à la terre d'Orient, fertile en toute production. Et évidemment, le texte de cette épitaphe a éveillé bien sûr un écho en moi relatif à mes travaux de recherche sur le commerce entre l'Orient et l'Occident, matérialisé par les amphores découvertes. Mais là, on avait, avec ce personnage, Euteknios, un des acteurs de ce commerce. Alors, sur cette carte des provinces de l'Empire romain, datée, donc là, c'est l'état de l'Empire au début du IIe siècle après Jésus-Christ, j'ai placé, vous voyez, avec le petit triangle rouge, j'ai placé un petit triangle rouge sur la ville de Laodicée dont Euteknios était originaire. Et donc cet homme, c'était un commerçant. Ça n'est pas dit dans l'épitaphe parce que l'activité commerciale n'est pas quelque chose dont on se vante dans l'Antiquité. En tout cas, c'est de ce commerce entre l'Orient et l'Occident qu'il a tiré sa richesse et en tout cas qu'il a vécu. Et il a commercé en fait à travers l'espace méditerranéen vous voyez, jusqu'en Gaule et au minimum jusqu'à Lugdunum où son épitaphe a été retrouvé. Alors juste, je précise, pardon, que
denrées dont je vais vous parler aujourd'hui, donc les figues et les dattes, sont originaires en fait de cette région, ici. Pour évoquer le commerce des fruits et des douceurs, j'ai parlé des douceurs de l'Orient à cause évidemment du caractère sucré de ces fruits. C'est d'ailleurs pour ce caractère sucré et doux que ces fruits étaient reconnus dans les sources littéraires et qu'ils étaient consommés et commercialisés en Occident. Donc pour enquêter sur cette thématique, sur la commercialisation des fruits, nous avons à notre disposition différentes sources documentaires que je vais juste vous présenter rapidement. Il y a d'abord des sources littéraires antiques extrêmement riches, à la fois en latin et en grec, qui parlent des dattes et des figues. On a d'abord les travaux des agronomes latins, ici j'ai noté Varron et Columel, des auteurs plutôt satiriques comme Martial et j'aurais pu citer Horace, des travaux, je vais en reparler, ou les textes de Pline, mais aussi de Pétrone et d'Apicius. Apicius, vous savez, hein, c'est l'auteur du seul livre de recettes antique qui nous soit parvenu, qui est un recueil en réalité. Alors, Apicius, c'est un personnage qui a existé et qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, mais ce que l'on appelle le livre d'Apicius, ce recueil de recettes, est en fait un recueil un peu composite qui a été constitué plutôt au IVe siècle de notre ère. En tout état de cause, ce recueil, dont je vous montre une image ici, c'est un des manuscrits qui a permis la transmission du texte d'Apicius jusqu'à nous. Il s'agit du manuscrit 5 de Saint-Martin de Tours, qui a été copié au IXe siècle et qui est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque Vaticane. Et donc dans ce recueil d'Apicius, on voit mentionner très régulièrement les dattes et les figues qui rentrent dans de très nombreuses recettes proposées. Je précise que ce recueil d'Apicius, ce sont des recettes qui sont réalisées dans les cuisines des riches romains. L'alimentation des classes moins aisées de la population, des catégories plus modestes de la population, est une alimentation beaucoup moins sophistiquée. Deuxième catégorie de sources documentaires qui nous permettent de travailler sur ces questions, c'est l'iconographie. Je vais vous montrer de nombreuses images, des représentations en fait, des figues et des dattes, parce qu'elles interviennent, elles nous renseignent ou elles matérialisent, elles illustrent des moments de la commercialisation de ces fruits et surtout des moments de leur consommation et des modalités aussi de leur consommation. Alors cette iconographie, elle est de nature très variée. Ici sur la diapositive, je vous montre un petit tableau qui était inclus dans un panneau peint installé sur le mur d'une domus de Pompéi, en tout cas de Campanie. Donc c'est une petite nature morte, c'est un motif récurrent. Et ici, on voit, enfin vous voyez, une corbeille présentant un assemblage de fruits, parmi lesquels on reconnaît ici des dattes. Il y en a même une qui s'est échappée de la corbeille, et puis des figues. Alors cette iconographie, ces images, donc là on a un exemple de peinture murale, on les retrouve également sur d'autres supports comme les mosaïques, donc les revêtements, alors des revêtements de sol majoritairement, mais ça peut être aussi des revêtements muraux, et également des représentations sur des vases. Enfin, troisième grande catégorie de sources documentaires, ce sont les découvertes liées à l'archéologie. Alors, on a, au sein de ces sources documentaires, on a deux types principaux que j'ai notés ici.
D'une part, ce que nous appelons les macro-restes végétaux, donc les restes des fruits eux-mêmes, hein, qui se présentent soit sous une forme carbonisée, soit sous une forme gorgée d'eau. Et ces deux conditions, ces deux états ont permis la conservation de ces éléments jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ces éléments, ils sont en matériaux périssables et donc normalement ne sont pas conservés. Et puis, deuxième catégorie d'éléments issus des contextes archéologiques, ce sont les emballages dans lesquels les fruits étaient commercialisés, et en particulier les amphores, sur lesquels je travaille plus particulièrement. Sur l'image, je vous montre une photographie de graines de date. En fait, donc ce sont ce que nous appelons les noyaux, mais qui correspond à la graine en termes botaniques, hein, qui ont été découvertes donc, à l'état carbonisé dans un site de la péninsule, en Arabie Saoudite, hein, de la péninsule arabique, correspondant à l'ancienne cité d'Egra. Et puis à droite, je vous montre le col d'une petite amphore. C'est tout petit. Hein. Cette amphore, elle est haute, elle fait à peu près 50 à 60 cm de haut, originaire du Levant et peut-être de la région de Beyrouth, et qui est liée au transport des figues, comme on le verra tout à l'heure. Alors cette amphore, elle a été découverte dans le Forêt. Donc c'est une région qui se trouve à côté de Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Lyon aujourd'hui. Alors j'ai organisé mon propos en, disons, 3 grandes parties. Une première partie qui est consacrée aux figues, qui sera plus courte. Une seconde partie consacrée aux dattes. Et enfin, une troisième partie qui est consacrée à des objets qui sont des substituts de ces fruits, mais qu'on va retrouver également dans l'Occident romain. Alors, la figue n'est pas forcément un fruit originaire du bassin oriental de la Méditerranée, puisque le figuier, dans l'Antiquité, était largement acclimaté dans les régions du sud de l'Europe, hein, en Espagne, en Italie, et évidemment dans le sud, la moitié sud de la France. Donc ça n'est pas par essence, je dirais, un fruit dont on peut être certain qu'il était importé de Méditerranée orientale. L'image des figues est une image récurrente dans l'iconographie romaine, à l'instar de cette très belle corbeille chargée de figues qui était peinte sur un des murs de la villa d'Oplontis en Campanie. Et à droite, je vous montre les restes de figues carbonisées découvertes. Alors, malheureusement, donc ce plat, cet ensemble de figues carbonisées, il est présenté dans le musée de l'Antiquarium en Campanie, près de la villa de la Pisanella, enfin peu importe. Malheureusement, on ne sait pas exactement où elles ont été découvertes. On ne peut pas dire si c'est Pompéi ou Herculanum. Ce que l'on peut dire et ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on reconnaît parfaitement des figues sèches, un peu fripées, avec le pédoncule de la figue replié sur lui-même, qui est caractéristique des fruits secs, alors que sur la corbeille, vous voyez des fruits frais, au contraire, qui sont représentés. Et d'ailleurs, cette image, elle prouve la figue fraîche étant un fruit très fragile, qu'il est difficile de transporter. Elle prouve en fait que les figues étaient cultivées directement dans les jardins de Campanie. Mais, grâce à l'examen des sources antiques, on sait qu'une partie certaine de ces figues, qui avaient à la fois une forme et un goût particulier, faisaient l'objet d'une commercialisation depuis
la façade levantine. Sur la diapositive, je vous montre une épigramme de l'auteur Martial, qui écrit plutôt vers la fin, la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, au début, essentiellement à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, parce qu'il vit jusqu'au début du 2e siècle. Et donc cet auteur, alors si vous ne connaissez pas les épigrammes, vraiment je vous engage à lire ça, parce que c'est savoureux et ça fourmille de détails sur la vie quotidienne à Rome à l'époque où l'auteur écrit. Et alors, dans une de ces épigrammes, donc dans le livre 4, la numéro 89, intitulée « Contre un ami avare qui feignait d'oublier les présents qu'il avait reçus du poète », Martial se plaint que son ami ne lui a pas fait de cadeau en retour de ceux que lui avait offerts. Et il dit la chose suivante. « Ainsi, je n'ai reçu de toi ni les 6 scrupules d'argent de Septitianus, ni le tapis hommage du client qui se plaint toujours, ni le pot rougi du sang du thon d'Antibes, ni la boîte de petites figues de Syrie, ni le baril léger d'olives rugueuses du Picenum, le tout afin de pouvoir dire que tu te souviens de moi. » Et donc, cette épigramme de Martial montre en fait qu'à Rome, on consommait des figues importées de la côte levantine. Et en guise de clin d'œil, je vous montre voilà, ce à quoi pouvait correspondre cette boîte de petites figues de Syrie. C'est la commercialisation des figues sèches. Alors, elles sont originaires de Turquie, si on regarde bien sur le marquage sur la caisse en bois, avec les figues sèches rangées à l'intérieur. Alors, comment faire le lien entre cet épigramme de Martial et la réalité des objets archéologiques qui nous sont parvenus ? Eh bien, il a fallu attendre la publication d'un article par une chercheuse allemande qui s'appelle Ulrike Hemming, une collègue, qui est spécialiste des étiquettes peintes sur les amphores et de leur lecture, qui est parfois assez difficile. Donc, Ulrike Hemming a publié au début des années 2000, enfin en 2000 précisément, une étiquette peinte sur amphore, pas n'importe quel amphore, une amphore d'origine levantine, du modèle de celle que je vous montre ici sur la diapositive. Ici. Et alors, elle n'avait pour son étude qu'un petit morceau de cet amphore, mais à la fois sa forme et surtout la pâte argileuse dans laquelle l'amphore avait été façonné était caractéristique du Levant romain. Et sur cette étiquette peinte, elle a proposé, vous le voyez, de lire, même si le premier C est mal conservé, Kotana. On a juste le sommet du deuxième A ici, à la fin du mot. Alors ce terme de Kotana correspond à un terme latin connu, qui s'écrit exactement de la même manière. C'est ce que j'ai noté ici sur la diapositive. Donc ça correspond au terme Kotana ou Koktana, les deux sont répertoriés. Et ce terme de Kotana désigne spécifiquement une petite figue de forme globulaire originaire de Syrie. Le terme Koktana ou les deux et Koktana sont connus donc chez Martial, comme on l'a vu, comme on va le voir dans cet autre épigramme, et puis chez Pline, qui mentionne dans le livre 13 de l'Histoire naturelle, Pline consacre toute une partie de ce livre 13 aux palmiers aux figuiers et à leurs fruits respectifs, et il mentionne en fait les coctanes. Et alors, pour illustrer, pour refaire un lien
avec ce terme. Je vous montre la traduction ici dans l'encadré, toujours d'une épigramme de Martial, dans le livre 13 cette fois, consacré spécifiquement au coctane et qui dit la chose suivante. Ces fruits, cachés dans une corbeille de jonc, ce sont des coctanes. Plus grosses, ce seraient des figues. Donc c'est vraiment la particularité de ces fruits, c'est leur petite taille et notamment leur concentration en sucre en fait. Alors, l'amphore sur laquelle Ulrike Hemming a identifié le terme cotana est un groupe de récipients qui est bien connu des archéologues et des amphorologues, les spécialistes d'amphores, que nous appelons les amphores carottes. Alors vous comprenez assez facilement pourquoi. À cause de leur forme conique très allongée qui rappelle la forme du légume racine. Et aussi, on les appelle comme ça parce que, ce n'est pas moi qui ai choisi l'appellation, je précise, mais on les appelle comme ça également parce qu'elles ont sur la panse des stries très très bien marquées, qui est une des caractéristiques des productions levantines du Haut-Empire, au 1er et 2e siècle. Alors, il y a un archéologue qui s'appelle Pascal Vipart qui s'est intéressé, qui a proposé une première synthèse à propos de ces amphores carottes, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont en relation avec la commercialisation de ces figues de Syrie. Ces amphores carottes, alors elles peuvent avoir des formes un peu différentes, un peu plus trapues et plus courtes. Ici, je vous montre un exemplaire qui provient du musée de Sinop. Sinop, ça se trouve sur la côte sud de la mer Noire, en Turquie actuelle. Et dans la collection du musée, j'ai identifié en fait ce petit récipient comme une amphore carotte d'origine levantine. Et il me semble que c'est également comme ça qu'il faut identifier le récipient qui est représenté sur cette peinture du Praedia de Julia Félix à Pompéi, où on voit, alors ce qui est très intéressant sur cette peinture, c'est que le récipient, donc il est de forme conique, le fond est caché derrière cette petite étagère ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors, on peut restituer un fond conique dans la mesure où, vous le voyez, l'amphore ne tient pas debout toute seule, elle a été appuyée contre un récipient. Autre élément très intéressant, c'est le système de bouchage du récipient qui est encore existant ici et qui n'est quasiment jamais conservé dans les sites consommateurs, où on voit... Ah, il y a à nouveau un problème avec le son du micro. Ça grésille. Est-ce que ça grésille? Là, ça va mieux. Vous m'entendez toujours bien? Ok. Et donc ici... Ah, ça y est, c'est mieux. Et donc ici, on trouve le système de bouchage qui est composé. Alors, on voit une sorte de tissu, de matière un peu claire qui devait revenir recouvrir le couvercle. Par-dessus, on a un petit couvercle en terre cuite avec un petit bouton de préhension. Et le dispositif était maintenu en place grâce à des cordelettes. Est-ce que vous les voyez ? Ici, qui étaient passées sous les deux petites anses en oreille qui sont caractéristiques de cette forme. Alors évidemment, on ne voit pas à l'intérieur de l'amphore puisque les parois en terre cuite sont opaques, mais il est quand même tentant de rapprocher les deux éléments. Alors, à la suite de la première synthèse proposée par Pascal Vipart au milieu des années 90, j'ai repris en fait les données, j'ai complété la première carte qu'il avait publiée. Alors, ce qui est intéressant, donc cette carte, elle illustre la présence
dans les sites antiques, dans les sites consommateurs, dans les 3 provinces de Gaule, des amphores carottes. Donc, ce sont des petites amphores levantines. Alors, ce qui saute aux yeux ici à l'examen de la carte, c'est d'abord une diffusion très large d'un point de vue géographique, c'est-à-dire que ces petites amphores, on va les retrouver un petit peu partout dans les sites, alors à la fois dans les sites urbains, dans les agglomérations antiques, mais également dans les sites ruraux, en contexte d'habitat, en contexte domestique, et également en contexte funéraire. Donc ça, c'est un élément intéressant. Ensuite, l'autre point l'autre commentaire, disons, que l'on pourrait faire à propos de la carte, c'est le fait que ces amphores, on les trouve un petit peu partout, pour peu qu'on sache les identifier, mais elles sont toujours présentes en petite quantité, ce qui explique que pendant très longtemps, on ne les ait pas reconnues. Donc, pour conclure cette partie sur les dates, sur les figues, pardon, on peut dire la chose suivante. Grâce à l'examen des différentes sources et surtout à leur croisement, c'est ce que moi je trouve passionnant dans mes recherches, c'est vraiment de confronter les sources documentaires de nature différente. Eh bien, on arrive à établir assez fermement, finalement, le constat suivant: une commercialisation de figues de l'Orient vers l'Occident. Alors, la carte ici montre quelques découvertes à Ostie et à Rome, donc en Italie, mais là, ça n'est pas du tout exhaustif. Mais cette commercialisation, elle touche bien sûr la péninsule italienne et puis aussi les provinces de Gaule. Je passe maintenant au deuxième fruit que j'avais décidé de vous présenter aujourd'hui. Ce sont les dates. En ce qui concerne les dates, on n'a aucun doute aujourd'hui sur le fait que dans l'Antiquité romaine, ces fruits étaient d'origine exogène. Pour un consommateur qui se place en Italie ou en Gaule, forcément, les dates venaient d'ailleurs et notamment d'une origine lointaine, dans le bassin, probablement dans le bassin oriental de la Méditerranée. Ce constat, qui de bon sens, disons a priori, a été confirmé lors d'un programme financé par l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, consacré en fait aux palmiers dattiers, qui réunissait à la fois des botanistes, des ethno-écologues, des archéologues et des spécialistes des sources littéraires anciennes. Et donc, dans le cadre de ce programme ANR, a été publiée la carte que je vous montre ici. Et le palmier qui nous intéresse, c'est le Phoenix dactylifera, dont l'aire de culture traditionnelle correspond à la grande zone en rouge, vous voyez, sur la carte. Donc ici, qui s'étend alors du sud de la péninsule ibérique, oui, pardon, qui couvre tout le Maghreb jusqu'à l'Égypte, et le Moyen-Orient, la péninsule et la péninsule arabique. C'est de ce Phoenix dactylifera que sont issues les dates qui étaient consommées dans l'Antiquité. Cette carte, on peut peu ou prou la
reconstituée à partir de la lecture des sources littéraires anciennes, et en particulier du livre 13 de l'histoire naturelle de Pline, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui mentionne les régions suivantes comme des régions dans lesquelles le palmier dattier était cultivé et produisait des dattes. Donc Pline mentionne l'Espagne, l'Afrique du Nord. Donc à chaque fois j'ai placé, il faudrait faire des éléments, des lignes continues ou des zonages continus sur toute la rive sud de la Méditerranée. Mais Pline cite spécifiquement certaines régions, donc toute l'Afrique du Nord, le Levant, ici, la Cyrénaïque, l'Égypte et toute la péninsule, enfin ce qui correspond aujourd'hui à la péninsule arabique. Il ajoute également la région de Chypre. Alors il mentionne, il précise, et c'est aussi quelque chose qu'on peut lire chez Varron, donc c'est un des agronomes latins, qui, dans son ouvrage Le De Agricultura, dit en fait que malgré les efforts déployés par les jardiniers romains, en Italie, ils ne sont pas parvenus à acclimater. Alors, le palmier dattier, on peut l'acclimater, en revanche, on n'arrive pas à le faire fructifier. Et pourtant, vous le savez, les Romains étaient vraiment ils adoraient en fait greffer des arbres, aller rapporter des contrées lointaines des arbres, en particulier des arbres fruitiers. C'est comme ça que nous avons le cerisier, le pêcher, etc. Ce sont des transferts qui se sont faits dans l'Antiquité, depuis la mer Noire ou la péninsule anatolienne pour le pêcher. Et donc, malgré leurs efforts, cette acclimatation n'a pas pu se faire. En tout cas, la fructification du palmier dattier n'a pas été réussie dans l'Antiquité, dans la péninsule italienne. Alors, il mentionne l'Espagne comme un lieu où le palmier dattier pouvait pousser et fructifier, y compris aussi à Chypre. Mais il précise en fait que les dattes sont peu savoureuses, très peu sucrées, qu'on ne peut pas du tout les faire voyager et que donc elles ne sont pas très intéressantes à cultiver et puis à commercialiser. En revanche, dans cette liste, Pline précise, au sein des différentes régions productrices, que le Levant et en particulier la Judée étaient des régions, donc ce qui correspond aussi à la Syrie, à la province de Syrie romaine, étaient les régions dans lesquelles les dattes étaient les plus savoureuses. La lecture du livre 13 de l'histoire naturelle est vraiment intéressante dans la partie qui est consacrée au palmier parce qu'on y apprend plein de choses. Donc Pline décrit l'arbre lui-même en s'appuyant d'ailleurs sur les sources grecques antérieures. En particulier, Pline connaît très bien Théophraste et il le reprend allègrement dans de longs passages. Qu'il fait les siens, disons. Et alors, dans ces passages, Pline dit que le palmier est un arbre formidable puisqu'on peut l'exploiter de très diverses manières. On exploite le bois du palmier dans les régions où pousse le palmier pour la construction et pour le chauffage. J'ai oublié de le noter ici, mais on utilise les feuilles, donc les palmes du palmier pour fabriquer, dans l'artisanat de la sparterie en fait, donc des tressages, des paniers, etc. On fabrique du vin de palme, alors pas à partir des feuilles, mais à partir de la moelle du tronc, du cœur en fait du tronc d'arbre qu'on va faire fermenter. On fabrique ce vin de palme donc alcoolisé
Et puis, on va aussi utiliser les fruits, bien sûr, pour les consommer pour eux-mêmes. Donc, les dattes sont consommées entières, en partie fraîches dans les régions productrices, mais le plus souvent séchées, parce que fraîches, elles ne se conservent pas longtemps. Donc, en fait, on les fait sécher pour pouvoir les commercialiser sur de moyennes ou longues distances. Et puis aussi, on fabrique du miel, entre guillemets, une sorte de sirop, en fait, avec les dattes et du vin de dattes. Donc, on va faire fermenter, en fait, ce mélange, cette purée de dattes pour en fabriquer un vin liquoreux. Lorsque Pline décrit le fruit lui-même, on découvre en fait que sur les marchés de Rome, les consommateurs avaient à leur disposition un très grand nombre de variétés de dattes. Donc à la fin du deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, à l'image de ce que l'on peut voir sur cet étalage ici d'un marché de Damas, où on voit différentes catégories de dattes avec des degrés de séchage différents, etc. Alors Pline précise le nom des différentes variétés que j'ai reproduites ici. Il parle des siagres, des margarides, des sandalides, qui sont des dattes très grosses en forme de semelles, donc de sandales, d'où leur nom, les cariotes, les dactyles, à cause de leur forme très allongée et fine, qui rappelle la forme des doigts, et aussi les dattes d'Abla. La plupart de ces appellations, de ces variétés, correspondent en fait à des régions de production. D'une manière générale, ce que l'on peut établir à la suite de l'observation, disons, des sources documentaires à notre disposition, ce que l'on peut établir, c'est le fait que les dattes qui ont été commercialisées pour être mangées entières vers l'Occident romain devait d'abord subir une période de séchage avant cette commercialisation. Ici, je vous montre ce travail de séchage des dattes dans une des oasis de Tunisie. Le séchage des dattes, c'est vraiment la condition pour que les fruits arrivent en bon état et qu'ils soient consommables une fois sur les marchés de l'Occident romain. Alors, lorsqu'on regarde l'iconographie antique, on s'aperçoit que même si ces dattes faisaient l'objet d'un séchage, elles peuvent se présenter de différentes manières. Et dans certains cas, on peut supposer qu'une partie des dattes commercialisées vers l'Occident romain étaient commercialisées encore accrochées en fait à leur régime, correspondant aux inflorescences du palmier femelle, qui donc sont les fleurs, qui ensuite transforment en fruits. Et c'est ce qui est récolté, c'est ce que l'on voit ici sur cette image, où on voit la collecte des dattes séchées, mais qui sont maintenues en grappe. Ce type de commercialisation, il existe encore aujourd'hui chez nous. Vous pouvez acheter des dattes encore accrochées sur leur ramification. Et c'est ce qu'on voit représenté sur cette mosaïque de Tor Marantia, près de Rome, datée du début du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc un joli tableau illustrant des denrées alimentaires. Alors, pas n'importe quelles denrées alimentaires, mais des denrées alimentaires de qualité, des beaux poissons de mer, une botte de végétaux qu'on pourrait identifier comme des asperges, des crustacés, des seiches, et puis ce très beau régime de dattes. Et puis, oui, le canard déjà plumé, qui attend d'être préparé. Alors, lorsque je me suis intéressée à la commercialisation, à la présence de ces dattes dans l'Occident romain,
je me suis demandé quels avaient été les modes de conditionnement des fruits, puisqu'on peut en évoquer plusieurs, à la fois à partir des sources littéraires et de l'iconographie, et puis aussi des restes, des vestiges archéologiques. On peut très bien imaginer qu'il a existé dans l'Antiquité, dans l'Antiquité, une première phase de transport de ces dates sous la forme de ballots, en fait, dans des grands sacs en tissu, dont évidemment nous n'avons aucune trace archéologique. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir ici sur cette carte postale du début du XXe siècle, qui montre le marché aux dates de Biskra, où les dates, en fait, vous voyez, les acheteurs potentiels circulent autour de grands sacs de dates, ici en fibres tressées. Et donc, ça marque, alors là, on est dans une région productrice de dattes, bien sûr, et donc ces grands sacs peuvent correspondre à un premier mode de conditionnement des dattes au moment de la commercialisation. On a une autre solution qui est présente sur l'image, sur la carte postale en haut à droite. Ici, il s'agit d'une vue donc, prise au début du XXe siècle en Algérie, donc dans le sud de l'Algérie, qui illustre le transport des dattes à travers le Sahara. Et cette fois, les dattes sont conditionnées dans des caisses en bois transportées à dos de dromadaires. Et alors, ces caisses en bois, on sait qu'elles existaient dans l'Antiquité. Elles rappellent un peu la boîte mentionnée par Martial pour les petites figues de Syrie. Et puis, sur la peinture murale que vous avez ici, sur la diapositive, donc en bas, on voit cette fois plutôt un panier. Alors, je ne suis pas certaine qu'il ait servi à la commercialisation, ce panier, mais on reconnaît très bien sur l'image des dates. Alors, sur mon écran d'ordinateur, je vois très bien même que les dates sont séchées. En fait, elles ont des rides comme ça, longitudinales. On a au moins une figue ici, un œuf, du raisin. Alors ça pourrait correspondre à un panier de pique-nique d'un personnage. Mais dans le vocabulaire de la vannerie antique, qui a été étudié notamment par Magali Culin, qui est une chercheuse au CNRS, il y a des formes de paniers, je ne l'ai pas noté ici, mais il y a des formes de paniers spécifiques pour le transport des dates. Alors, ces paniers ou ces corbeilles, on les voit représentées très largement dans l'iconographie des mosaïques des sols d'Afrique du Nord. Je vous montre quelques images ici, juste pour attirer votre attention sur une manière de représenter les dates. On est en Tunisie, dans une région productrice de dates dans l'Antiquité, et donc les dates sont un élément familier de l'alimentation. La date a plein de vertus, elle est très nourrissante, elle est riche en fibres, en sels minéraux, etc. Donc d'un point de vue nutritif, c'est un aliment très intéressant que les anciens, évidemment, ont largement consommé dans les régions productrices. Et le détail sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le fait que dans ces régions productrices, lorsqu'on représente des dates dans l'iconographie du décor en particulier, on représente souvent les dates en grande quantité. C'est-à-dire qu'on a une accumulation de dates dans une corbeille, comme ici. On a un ensemble de 15, 20, 30 fruits représentés ensemble, ce qui n'arrive jamais dans l'iconographie de l'Occident romain. J'y reviendrai tout à l'heure.
Aux côtés de ces éléments qui n'ont laissé que peu de traces archéologiques, hein, ces éléments de conditionnement, on retrouve bien sûr les emballages en terre cuite. Et parmi les amphores d'origine levantine qui sont régulièrement retrouvés en Gaule, donc, je les ai notés ici, on a au moins 2 récipients, 2 types de récipients d'amphores pour lesquels on peut établir un lien direct avec les dates. Donc c'est ce récipient-là et puis celui-ci. Le premier récipient, ce sont les amphores, enfin peu importe l'appellation, hein, mais Colchester 105 ou Célestin 1A. Le lien avec le conditionnement des dates a pu être fait grâce à une découverte ancienne faite en Suisse, hein, à Avenches, à la fin du XIXe siècle. Cette découverte, elle a consisté en la mise au jour de la cave incendiée d'une maison. Et dans le comblement de la cave, on a retrouvé 2 amphores, enfin l'archéologue qui avait travaillé, enfin le médecin, c'était un médecin, qui avait travaillé sur le site, qui avait fait la découverte, a identifié donc 2 récipients, dont celui-ci, c'est pour ça le dessin, il a un petit look 19e, on va dire. Donc ça, c'est le dessin que moi j'ai fait quand je suis retournée au musée d'Avenches. Et vous avez une photo du récipient. Vous notez qu'on a toujours ces côtes comme ça sur la paroi externe de l'amphore. Eh bien, lors de la découverte, ce récipient était plein de dates carbonisées. Son origine levantine ne fait pas de doute. C'est-à-dire qu'en regardant la pâte, j'ai mis une macrophotographie de la pâte argileuse, c'est caractéristique des productions levantines de cette période. Et puis dans la cave incendie, il y avait une deuxième amphore que je ne vous montre pas ici, mais qui était pleine d'olives carbonisées. Donc c'était la réserve de la maison et le propriétaire était suffisamment riche pour avoir acheté une amphore complète avec toutes les dates contenues à l'intérieur. Alors, à la suite de la découverte d'Avenches, on s'est mis à scruter, disons, de manière plus détaillée les ensembles et on a découvert que ce type d'amphore, il était connu à Lyon également. J'en ai repéré aussi à Reims. En fait, dans les grandes villes du monde, de Gaule romaine. On a également trouvé des récipients beaucoup plus petits, mais qui reprennent, qui s'inspirent largement de la forme, des petits modules, dont on ne sait pas à quoi ils ont servi, et qui sont aussi originaires du Levant. Toujours dans le cadre de mes recherches, je me suis intéressée aux épaves qui contenaient des amphores de Méditerranée orientale dans leur cargaison. Ça, c'est la carte que j'ai pu dresser avec chaque point ou triangle correspondant à une de ces épaves. Et au sein de cet ensemble de 25 épaves, il y en avait seulement 2 pour lesquelles des dates étaient mentionnées comme faisant partie de la cargaison et ou du matériel de bord. Ça, c'est difficile à déterminer. Ces 2 épaves, elles ont également livré, donc elles ont livré des noyaux de dates et elles ont également livré ces récipients. Donc c'est l'épave de la Tradelière à gauche et l'épave du Dramont D avec la photographie et le dessin correspondant. Et à droite, donc ça c'est une découverte du début des années 70 faite par Jean-Pierre Joncheret. Et il a pris soin, ce qui n'est pas toujours le cas, de faire une photographie au moment de la découverte des noyaux de dates qui, je crois, n'ont pas été conservés par la suite.
Alors, dans l'épave de la Tradelière, dont je vous montre la photographie d'une partie des amphores qui composaient la cargaison, on retrouvait, et ça je vous l'avais montré au mois de novembre, on retrouvait des amphores à vin de Kos, et surtout des amphores à vin de Chios, qui est un des très grands crus grecs de l'Antiquité, des amphores à vin de Rhodes qui transportent du vin sucré, et puis ces amphores Kingsholm 117 qui sont d'origine levantine et qui sont en lien avec les dates. Alors je précise que lors de la découverte de ces épaves, les dates ne se trouvaient pas à l'intérieur des amphores, malheureusement. Alors, à partir du relevé du plan de l'épave de la Tradelière, je me suis amusée à colorier les types d'amphores identiques venant du bassin oriental de la Méditerranée. Donc, on retrouve en bleu les amphores de Rhodes, en vert les amphores de Kos, en rose les amphores de Chios, et puis ici les quelques récipients d'origine levantine en violet que je mets en relation avec le commerce des dates. Je précise que dans l'épave de la Tradelière, il y avait aussi des caisses non conservées, mais des caisses de vaisselle de céramique à parois fines, donc des gobelets à boire en particulier, d'origine italique, et puis aussi du verre d'origine levantine. Le constat de la présence de ces dates dans les épaves m'a amené à m'interroger sur le calendrier des importations. C'est un aspect intéressant parce que les dates arrivaient, d'après les sources littéraires, les dates arrivaient à Rome ou à Ostie, dans un premier temps, à la fin de l'année. Et elles étaient offertes notamment au moment d'une grande fête que sont les Saturnales, donc en l'honneur de Saturne, qui se déroulait au moment du solstice d'hiver entre le 17 et le 23 décembre. Ça rappelle un peu les mendiants de Provence. Et donc, à l'occasion des Saturnales, alors je vous montre juste le calendrier ici. Donc c'est un des rares calendriers antiques retrouvés. Donc ça, c'est la reconstitution du calendrier d'Anzio, découvert dans le Latium en Italie, c'est dans la région de Rome, au début du XXe siècle, qui a été, alors il était extrêmement fragmentaire, mais à la suite d'une reconstruction patiente, les chercheurs ont pu reconstituer le calendrier. Et je vous indique juste le moment, en fait, des réjouissances organisées en l'honneur de Saturne. On peut lire Saturne ici sur le calendrier, et même Saturno est répété juste à la ligne en dessous. Alors, dans le cadre des Saturnales, les dates et d'ailleurs les figues, les deux étaient associés, constituaient ce que l'on appelle les xénias, qui renvoient en fait au concept grec de l'hospitalité. C'est-à-dire que les xénias, ce sont des petits cadeaux que l'on se fait entre clients dans le monde romain, mais aussi entre voisins, ou entre amis ou entre relations. Et je vous rappelle le texte, l'épigramme de Martial tout à l'heure qui se plaignait que son ami poète n'avait pas pensé à lui parce qu'il ne lui avait pas rendu, il lui a pas fait de cadeau à l'occasion des Saturnales. Et donc, par extension, ces xénias sont devenus les présents, donc ces cadeaux que l'on fait à un autre lorsqu'on est invité, par exemple, à dîner. Ces xénias, ils ont été largement représentés dans l'iconographie pompéienne. C'est un motif classique qui est devenu classique. Et c'est cette fameuse peinture que j'adore, que je la trouve très très belle, ici que je vous montrais, que j'ai utilisé pour ma première diapositive de présentation, qui montre
exactement ça. On y voit un plat en verre ou en métal, difficile à dire. Dans ce plat, on trouve des dattes, ici, des figues associées, le motif de la date et de la figue répété ici au premier plan de la scène. Et alors, petit détail surprenant, vous voyez que les deux dates ici qui sont figurées dans le plat comportent, enfin on a fiché une monnaie sur la date. Est-ce que vous voyez les monnaies là? Et là aussi. Et lorsque on regarde plus attentivement les sources littéraires, on s'aperçoit que c'était une pratique répandue, donc qui donnait un peu plus de valeur au cadeau que l'on faisait à son hôte. Parmi les xénias, on retrouve les représentations des dates, alors de manière très réaliste ici sur l'image à droite, où on voit des dates associées aux figues. Pourquoi je parle de représentation réaliste? Parce que les dates sont vraiment, vous les voyez, elles ont la couleur des dates qui est très proche de la réalité, et puis on retrouve ces petites rides comme ça, ces petites rainures sur la surface. J'en viens maintenant au contexte de découverte des dates, puisque c'est en examinant, en revenant sur la nature du contexte archéologique de découverte des dates, qu'on peut un peu approcher les pratiques sociales et religieuses des anciens. Et je parle d'abord des espaces sacrés. Alors, la question des fruits et aussi des macrorestes végétaux retrouvés dans les espaces sacrés, c'est une question qui a fait l'objet de très nombreuses études. Moi, j'ai centré mon propos sur un élément que je trouve particulièrement significatif. C'est une recherche qui avait été publiée par Philippe Marinval en 2009, qui est un archéobotaniste, un carpologue, spécialiste des macrorestes végétaux. Et dans le cadre de ses recherches, il avait pu analyser les macrorestes végétaux découverts dans 4 sanctuaires dédiés à Isis, donc la divinité égyptienne. À Délos, donc dans la petite île des Cyclades, où il y a le très célèbre sanctuaire dédié à Apollon, à Pompéi, dans le sanctuaire d'Isis, je vais vous en parler juste après, à Mayence aussi, où on a un espace sacré dédié à Isis, et enfin à Bello Claudia, qui est un site en Espagne, qui a livré un sanctuaire dédié à Isis. Alors, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Bello Claudia, je vous invite à y aller. J'ai eu la chance d'y faire des recherches. C'est un site exceptionnel, magnifique, dans une réserve naturelle. Vraiment, ça vaut le détour. Tout près du détroit de Gibraltar, sur la côte atlantique, en Andalousie. Dans le cadre de ces recherches, Philippe Marinval a identifié donc les macrorestes végétaux présents dans les couches sédimentaires fouillées par les archéologues, et il a identifié en particulier des dattes et des figues, mais aussi des pignons de pin présents, donc les dates quasi de manière systématique, sauf à Délos, dans les 3 autres sanctuaires d'Isis, comme les figues. Ces dates, elles sont dans le sanctuaire d'Isis, elles ont été retrouvées elles sont issues en fait des restes de crémation et donc de sacrifices qui étaient faits sur l'autel au moment des fêtes religieuses. Et pour ça que je vous montre cette image, il s'agit d'un extrait d'une des peintures, alors le sanctuaire d'Isis de Pompéi,
bénéficie d'un état de conservation tout à fait exceptionnel. Il a été découvert à la fin du XVIIIe siècle et les peintures sont magnifiques. Ça, c'est une des peintures. Alors, on sait qu'on est en présence d'un culte isiaque à cause de la tenue des personnes en charge du culte, hein, qui sont revêtues d'une tunique de lin. On ne le voit pas forcément sur le détail, mais avec des franges, c'était caractéristique au bas de la tunique. Ils ont le crâne rasé. Et un des sacrifiants se tient auprès de l'autel sur lequel un feu est allumé. Et donc, les dates carbonisées retrouvées dans le puits en fait, du sanctuaire d'Isis, elles doivent être mises en relation avec ces pratiques sacrificielles. On sait aussi qu'on est en présence, alors il y a une silhouette de sphinx ici, on a des palmiers datés représentés, et puis vous voyez, il y a les oiseaux là. Est-ce que vous savez ce que c'est comme oiseau ça? Oui, ce sont des ibis, donc là, ça nous emmène directement en Égypte. Alors, à gauche, ici, sur l'image, je vous montre des dates carbonisées retrouvées à Pompéi et à Herculanum. Là, ce sont les études faites par, alors je ne connais pas son prénom, Monsieur Meyer, et publiées en 1980, qui montrent la présence de dates carbonisées découvertes en contexte d'habitat, en particulier dans les jardins. Ça, c'est intéressant. Alors, on peut se dire que ce sont des zones de rejet où on va jeter les déchets de la cuisine. Mais on peut aussi mettre ça en relation avec la présence, en particulier dans les jardins pompéiens, de l'araire, donc des petits lieux de culte domestiques sur lesquels on faisait les sacrifices et donc on brûlait pour les dieux. À Pompéi, on a également retrouvé des dates en contexte funéraire, en particulier dans les tombes de la nécropole de la Porta Nocera, étudiée en particulier par William Van Andringa de manière récente. Autre contexte, cette iconographie liée à ce grand serpent qui s'approche d'un autel sur lequel on va effectuer un sacrifice. Et sur cet autel, là, donc ça c'est le décor du mur extérieur des latrines d'une petite auberge de Pompéi, d'une capona, pardon, j'ai mal orthographié ici. Et sur l'autel, on trouve... Alors, c'est moins l'œuf n'est pas très lisible. Est-ce que vous voyez mon pointeur là? Oui. L'œuf, une pomme de pin et une date posée sur l'autel. Donc là, les dates sont liées au contexte sacrificiel. Si on revient, on change, on était en Italie, on s'approche, enfin on revient dans les provinces de Gaule. Voici la carte des sites, alors qu'il faudrait compléter. Maintenant, elle est un peu ancienne. Voici la carte des découvertes des sites avec des macro-restes végétaux identifiés comme des dates. Alors, ce qu'on peut dire à propos de cette carte, c'est que les dates sont découvertes essentiellement en contexte funéraire et en contexte, enfin, dans des espaces sacrés. Par exemple, là, sur la carte, il manque le site d'Alba la Romaine, donc c'est en Ardèche, hein, pas très très loin de la vallée du Rhône, où Jean-Claude Béal a fouillé une petite aire sacrificielle à ciel ouvert avec un autel qui a livré un ensemble de dates carbonisées. Mais on a aussi découvert, c'est pour ça que j'ai mis ici Avenches, des dates en contexte d'habitat. Alors, je remets la planche publiée à la fin du XIXe siècle où on voit les deux amphores, hein, celle pleine de dattes et celle avec les olives. Et à droite, je vous donne un exemple de date découverte en contexte funéraire. On est en Grande-Bretagne cette fois, sur le site de Colchester,
et les dates étaient associées au bûcher lors de la crémation du défunt. Dans la région, plus près de nous, à Nintré, dans le caveau sud de Laumont, ce sont des sépultures exceptionnelles qui ont été découvertes à la fin des années 1990, qui ont livré qui correspondent à 2 caveaux et donc 2 défunts. Et dans le caveau de l'adulte que je vous montre ici, il y avait une date déposée associée à la sépulture. Avant de passer juste à la dernière partie et à la conclusion de ma présentation, on a fait le tour ici avec cette section consacrée aux dates, à la fois aux différentes sources qui nous renseignent sur la présence de ces dates et l'existence d'un commerce depuis l'espace méditerranéen vers le nord de la Méditerranée, entre guillemets, l'Italie et puis les provinces de Gaule à l'époque romaine. Donc là, ce commerce ne fait plus de doute, puisqu'on a à la fois des sources littéraires qui le mentionnent, les emballages qui contenaient les éléments qui sont attestés et les fruits eux-mêmes. Alors, juste en conclusion de ce point-là, je voulais préciser, je vous ai dit que la découverte de dates en contexte d'habitat était rare. Ça ne veut pas dire que les dates n'étaient pas consommées lors des repas, mais c'est une question de taphonomie et de conservation, c'est-à-dire que les éléments sont mieux conservés en contexte funéraire parce qu'ils sont déposés et on n'y revient plus, ou alors ils sont associés à la crémation et ensuite on ne touche plus le bûcher, par exemple dans le cas de Colchester. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne consommait pas les dates, bien sûr, lors des repas. Alors, le dernier point qui a attiré mon attention, c'est le fait que si les dates étaient quand même des éléments assez rares dans les pratiques alimentaires des habitants de Gaule romaine, il faut savoir que les habitants de Gaule romaine étaient quand même habitués en fait à voir des dates ou aux représentations des dates. Et dans ce que l'on appelle l'instrumentum, dans les objets du quotidien, apparaissent assez régulièrement des petits flacons que je vous montre ici, qui sont fabriqués en verre. Alors c'est du verre moulé, en fait, c'est du verre soufflé dans un moule en 2 parties. Et alors d'ailleurs on le voit ici, on le devine un peu ici, vous voyez, on voit le fil, en fait, le ressaut là, de jointure entre les deux parties, on voit aussi de ce côté-là. Alors ces petits récipients, ils ont une contenance. Alors, je dis petits récipients parce qu'en fait, ça fait à peu près entre 7 et 8 cm de haut. Donc, c'est tout petit. On sait qu'ils ont été fabriqués sur la côte syro-phénicienne, donc sur la côte levantine, dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ et au début du 2e siècle. Étant donné leur contenance, leur capacité très très réduite, on pense aujourd'hui qu'ils ont servi à contenir des substances cosmétiques ou médicinales. Mais à ma connaissance, il n'y a eu aucune analyse biochimique réalisée sur les parois internes de ces récipients. Donc on ne peut pas préciser, disons, la nature du produit transporté. Dernier objet intéressant, ce sont des dattes et des figues aussi en ambre fabriquées dans les ateliers
du nord de l'Adriatique, hein, dans la cité d'Aquilée, donc ici, avec le point rouge, ici. Je vous montre la couverture du livre consacré, enfin, qui présente les collections de ces petits objets, des sortes de bibelots réalisés en ambre. Aquilée, à l'époque romaine, c'est la ville à laquelle aboutissait ce que l'on appelle la route de l'ambre, qui venait en fait de la mer Baltique et qui traversait toute l'Europe jusqu'à l'espace méditerranéen. Donc on transportait l'ambre brut sous forme de blocs plus ou moins volumineux, et cet ambre était transformé sous la forme d'objets, de petits bibelots avec des formes très variées dans les ateliers d'Aquilée. Et parmi ces bibelots en ambre, on en a qui imitent très fidèlement la forme des dattes commercialisées vers l'Occident depuis soit l'Afrique du Nord, soit la Méditerranée orientale. Alors, je vous montre quelques-uns de ces bibelots. Vous voyez sur les trois images des figues et des dattes représentées. Alors, celle du centre, elle est particulièrement réaliste, hein. Les deux, là, on voit bien les figues séchées et puis cette date et ce qui est intéressant, c'est que la couleur de l'ambre rappelle vraiment la couleur des dates. Alors, ces petits bibelots, leur découverte en Gaule est rarissime. C'est-à-dire que les objets, on a très peu, pour la période romaine, on a très peu ou assez peu d'objets en ambre dans les collections archéologiques. Il y en a au moins un, ici, qui a été découvert anciennement et qui appartient aux collections du musée de Besançon, qui est un bibelot en forme d'ambre, qui est très très proche de celui-ci, hein, de celui qui est sur l'image en bas à droite. On retrouve aussi le même phénomène avec les figues. On les a vues en ambre, mais on va retrouver des figues, alors je ne connais pas de date, mais des figues en terre cuite dans les sanctuaires et en contexte funéraire en Gaule. Ici, à gauche, je vous montre un exemple de figue en marbre qui provient du musée du Puy en Velay. Alors, on peut s'interroger sur la signification de ces objets, substituts en fait de fruits réels, hein, qu'on va retrouver dans les sanctuaires. Ce n'est pas du tout un phénomène qui est spécifique au monde, à la Gaule romaine, mais c'est un phénomène qu'on trouve dans le monde grec, en Italie du Sud, en Sicile, où dans les sanctuaires, on retrouve en fait des offrandes qui prennent la forme, qui sont des substituts en terre cuite, hein, des fruits commercialisés et consommés par les habitants des sociétés anciennes. Et à titre de comparaison, même si je suis anachronique et pas du tout dans le même secteur, je vous montre des exemples très réaliste de figues en terre cuite découvertes en assez grand nombre dans le Thesmophorion de Thasos. Thasos, c'est une des îles grecques qui se trouve tout au nord de la mer Égée. Et à l'occasion de la fouille du Thesmophorion, les archéologues ont découvert d'assez grandes quantités de ces figues en terre cuite. Alors, pour donner une piste sur la signification de la présence de ces figues, les auteurs de l'étude que j'ai mentionnée ici sur la diapositive proposent en fait de voir le Thesmophorion, c'est un sanctuaire fréquenté notamment par les femmes, qui est en lien avec l'accouchement, et les deux auteurs proposent de voir dans ces représentations une représentation symbolique en fait du placenta et de la délivrance déposée dans le sanctuaire à la suite
de l'accouchement. Je ne prends pas parti à propos de cette hypothèse, mais que je trouve vraiment très intéressante et qui paraît très séduisante lorsque on réfléchit aux pratiques des anciens. J'en arrive à la conclusion de ma présentation que j'ai résumée ici en 4 points. Le premier élément auquel j'arrive à la suite de mes recherches, c'est le fait que, pour moi, il existait des importations régulières de fruits à caractère exotique en Gaule romaine, des dattes et des figues qui avaient une renommée particulière. C'est le cas des coctanes et puis des dattes de Syrie et de Judée, notamment. Plusieurs indices montrent que la commercialisation de ces fruits vers l'Occident est liée à des emballages particuliers en terre cuite, donc des amphores, dont l'origine levantine, aujourd'hui, c'était dans le cadre d'un programme de recherche, a pu être confirmée par analyse physico-chimique des argiles utilisées pour fabriquer les récipients. Troisième constat, la consommation de ces fruits exotiques était sans doute réservée aux catégories plutôt aisées de la population en Gaule. Et les contextes de découverte dans lesquels ces fruits sont avérés sont surtout funéraires et ou sacrés. Mais je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que les dattes n'ont pas été consommées de manière quotidienne. Alors, cette idée que ces fruits étaient réservés aux catégories aisées de la population en Gaule, elle est liée à l'origine lointaine des fruits et donc au coût de ces éléments sur les marchés. Mais lorsque je dois nuancer cette proposition ici, parce que lorsqu'on lit Martial, il dit que lorsqu'on offre des dates au moment des Saturnales, ou une ou deux dates, il dit textuellement, c'est là présent de pauvres, c'est-à-dire que c'était pas non plus un prix exorbitant. Enfin, dernière proposition, c'est le fait que au-delà de la consommation de ces fruits, la découverte de substituts, j'utilise ce terme-là, en verre, d'imitation en fait de ces objets, à la fois en verre sous la forme de petits flacons, en ambre ou en pierre, pour l'exemple de la figue qu'on a vu juste avant, indique, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout parlé, mais la charge symbolique forte qu'avaient ces fruits dans l'Occident romain. Et par exemple, la date, c'est symbole de la fécondité et le palmier, le phénix dactylophéra, c'est pas du tout un hasard si on retrouve les dates en contexte funéraire, parce que c'est lié aussi à l'idée de la Renaissance, etc. Je vous remercie pour votre attention.